Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier la présidente de la Fédération nationale ovine pour son invitation à votre congrès. Je ne peux malheureusement pas être présent avec vous à Rodez, en Aveyron, département qui constitue un des centres névralgiques de la filière au sein du territoire français. Je suis en effet retenu à Paris par l'examen du projet de loi EGA en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Je comptais néanmoins participer à votre Assemblée générale et m'adresser à vous pour évoquer différents sujets dont l'actualité est prégnante pour votre fédération. En décembre dernier, la filière ovine m'a, comme les autres filières agricoles, remis son plan de filière bâti après plusieurs semaines de travail intense. La tâche accomplie par la filière est d'autant plus louable que les acteurs de la filière viande ovine et ceux de la filière laitière ont su s'associer et comprendre l'intérêt fort de ce dialogue pour bâtir une stratégie d'ensemble pour les années à venir. Ce rapprochement prend tout son sens dans le département de l'Aveyron, au cœur de la production de Roquefort, emblématique de la filière laitière, et où les sorties d'agneaux issus des brebis laitières peuvent venir impacter fortement le marché de la viande ovine. Je tiens à saluer les efforts pour opérer ce rapprochement qui aboutit à un plan de filière unique, travail indispensable pour envisager un développement pérenne de la filière dans son ensemble. Je sais pouvoir compter sur vous pour vous impliquer au mieux dans la mise en œuvre du plan de filière dès que possible et pour prendre à bras le corps les enjeux majeurs qui y sont identifiés. L'ensemble de la filière, vous le savez, en a besoin pour renouveler la production, pour renouveler la consommation, pour structurer la filière et développer la contractualisation afin de mieux répartir la valeur pour qu'elle produit et enfin pour accélérer le mouvement de montée en gamme de la production. Le défi du renouveau de la consommation et des consommateurs est majeur pour vous et je comprends toute votre mobilisation sur le sujet en constatant que vous avez choisi un des leviers majeurs de la consommation comme thématique principale de votre congrès, la restauration collective. C'est un levier sur lequel le gouvernement souhaite également s'appuyer, comme en témoigne l'article 11 du projet de loi EGA, qui vise l'augmentation progressive de l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux sous signe officiel de qualité ou de produits issus de l'agriculture biologique. C'est un engagement du président de la République qui va ainsi se concrétiser. Votre dialogue rapproché avec les acteurs ne pourra être que bénéfique à l'inclusion dans les menus des cantines scolaires et des restaurants d'entreprise de viande d'agneau et de fromage de brebis français et de qualité. Je ne peux que vous encourager à vous associer avec les représentants des autres filières d'élevage avec qui vous partagez les mêmes problématiques et les mêmes réflexions pour échanger avec le milieu de la restauration collective. Cela contribuera à partager les contraintes subies par les producteurs d'une part et par leurs clients d'autre part, ceci afin de mieux surmonter collectivement les différents problèmes. Tel est mon souhait pour votre filière et tel est l'esprit que les États généraux de l'alimentation et des plans de filière souhaitent insuffler à l'agriculture et de l'alimentation. Je sais que je peux compter sur vous pour continuer ces travaux, mais je sais aussi que vous pouvez compter sur moi pour faire face aux deux enjeux qui ont et qui auront potentiellement des conséquences majeures pour votre filière d'élevage. Le premier sujet concerne les échanges commerciaux. Il est d'importance cruciale pour les filières agricoles dans leur ensemble et pour la filière de viande ovine en particulier, dans la mesure où la production d'agneaux peine à couvrir 50% d'une consommation nationale morose. Concernant le Brexit, les négociations progressent au niveau européen. Le 19 mars, un accord a été trouvé sur une période de transition sous réserve qu'il soit in fine entériné. Pendant cette période, qui s'étendra du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni sera encore considéré comme un État membre, sauf pour ce qui concerne sa participation aux instances européennes. Il restera dans le marché unique et l'union douanière jusqu'au 31 décembre 2020 et il restera lié jusqu'à fin 2020 par les accords internationaux conclus par l'Union européenne. En parallèle, les discussions commencent sur le cadre de la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans cette tâche à venir, vous le savez,
je serai très vigilant à éviter tout risque de déstabilisation de nos filières. En effet, j'ai pleinement conscience des risques et des enjeux auxquels toutes nos filières font face dans le cadre du Brexit. Et c'est particulièrement le cas pour votre filière, du fait de l'importance des flux de viande d'agneau existants entre nos deux pays. C'est pourquoi j'attache une grande importance à vous informer régulièrement, moi et mes services, de l'avancement des négociations, à vous accompagner pour vous préparer au mieux à cette situation inédite. Nous devons tous collectivement nous préparer pour minimiser l'impact du Brexit, quelle que soit la nature de la relation qui existera entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Concomitamment à ces négociations ardues avec le Royaume-Uni et pour lesquelles les 27 États membres forment un front uni qu'il faut à tout prix conserver et préserver, les négociations vont s'ouvrir au niveau européen avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La France a peu d'intérêt offensif dans ces négociations à venir et nous avons bien identifié la sensibilité du secteur ovin, soyez-en assurés. L'Océanie dispose déjà de concessions importantes pour ses exportations de viande ovine sur le marché européen et les importations sont principalement destinées au marché britannique. Ces contingents sont issus de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Dans le cadre du Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord en octobre 2017 sur leur répartition afin que le marché européen ne se trouve pas en situation de devoir absorber les importations destinées au marché britannique. Nous ne sommes pas autosuffisants pour satisfaire notre consommation ovine. Pour autant, les accords commerciaux ne doivent en aucun cas affaiblir notre production et nos parts de marché, ni affaiblir nos standards sanitaires et qualitatifs. Soyez assurés que j'y veille de façon constante et que je suis très déterminé sur ces questions. J'y veillerai d'autant plus que la filière ovine a un caractère structurant pour l'agriculture, l'emploi et l'aménagement du territoire français. Cette structuration du paysage et du territoire par l'élevage ovin doit être pérennisée par le maintien du pastoralisme, sujet majeur qui me mène directement au second élément majeur que je souhaite aborder aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment du loup. J'ai pleinement conscience des problèmes induits par la prédation et je suis déterminé à agir dans le sens de la sauvegarde du pastoralisme dont le maintien est absolument déterminant pour le bon développement économique, social et écologique de nos territoires. C'est pour moi, vous le savez, mais je veux le répéter, une absolue priorité. Nous avons travaillé collectivement avec l'ensemble des partenaires concernés et notamment les représentants de la profession agricole à l'élaboration du nouveau plan national d'action loup 2018-2023. En l'état actuel de la situation, nous avons collectivement des devoirs. D'une part, protéger la biodiversité et d'autre part, permettre au pastoralisme d'atteindre ses objectifs économiques, garantir l'aménagement des espaces ruraux et le lien social indispensable à la vie de nos territoires. Nous devons donc collectivement assurer un compromis entre ces deux objectifs et nous y concourons avec ce nouveau plan. Même si j'ai pleinement conscience des limites de ce plan d'action, au regard des attentes des acteurs du secteur agricole, de réelles avancées ont pour autant été obtenues afin de pouvoir concilier au mieux l'activité d'élevage avec la présence du prédateur. Ainsi, pour que l'éleveur puisse protéger son troupeau, nous avons fait évoluer la réglementation sur les tirs de loup. Les éleveurs peuvent désormais continuer à pratiquer les tirs de défense simples au-delà du plafond annuel de loups pouvant être tués, ce qui leur donne la possibilité de protéger leur troupeau tout au long de l'année. L'autorisation de pratiquer des tirs d'effarouchement sans autorisation administrative est également accordée. Dans certains secteurs, il est désormais possible d'user de tirs de défense et de prélèvement sans protection préalable des troupeaux. Nous nous engageons également pour améliorer l'efficacité de ce dispositif grâce au renforcement des pouvoirs des préfets qui autorisera une gestion adaptée et de proximité. Nos efforts ont porté également sur le dispositif de protection des troupeaux dont les évolutions permettront à la fois le financement intégral des bergers salariés,
le soutien à l'attractivité du métier et une réflexion avec les régions sur le soutien au pastoralisme dans les Alpes et le Massif central. Enfin, avec le nouveau plan, un accompagnement technique des éleveurs sera proposé et une brigade mobile de bergers pour prêter main forte aux éleveurs mise en place. De même, un réseau technique sur les chiens de protection et un observatoire de l'efficacité des mesures de protection sont d'ores et déjà instaurés. Le principe de lier protection des troupeaux et indemnisation des dommages sera déployé progressivement. Par exemple, il ne sera mis en place ni dans les nouvelles zones de présence du loup, ni pour une première attaque. Des sujets aussi complexes que celui du loup doivent faire l'objet, mesdames et messieurs, de compromis qui, par nature, ne peuvent satisfaire intégralement toutes les parties. Néanmoins, mon ambition est que la mise en œuvre du nouveau plan puisse faire évoluer la situation au mieux pour les territoires, pour leur développement économique et écologique, mais aussi pour les éleveurs. Notre priorité, c'est la protection des éleveurs et le maintien de l'agropastoralisme auquel nous sommes totalement attachés. Voilà les quelques messages que je souhaitais, mesdames et messieurs, vous adresser pour votre Assemblée générale. J'aurais pu aborder de nombreux autres sujets, comme par exemple la PAC 2020. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes particulièrement mobilisés, et vous avez raison, parce que les négociations qui vont arriver très rapidement vont être difficiles, complexes, mais nous avons la volonté d'aboutir à des résultats qui soient performants pour notre pays et l'ambition que la PAC serve au mieux les intérêts de nos agriculteurs, mais aussi de nos territoires. Et vous avez raison, parce que ces négociations, elles vont nous permettre de nous mobiliser collectivement pour porter la vision française de la PAC. Une PAC qui permet la structuration des filières et une PAC protectrice pour notre agriculture et pour nos éleveurs. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous et à toutes une excellente Assemblée générale. Merci.